Les étoiles. Que savez-vous des étoiles? Des grosses bouboules de gaz qui brûlent? Certes. Mais c'est pas leur rendre justice que de s'arrêter là. Parce que les étoiles, c'est giga stylé. Bon, l'univers de manière générale, c'est giga stylé, tellement que j'ai suivi des cours de cosmogonie à l'université alors que ça avait rien à voir avec mon cursus, et 8 ans plus tard, c'est mon tour de jouer au professeur et de vous illuminer. Aujourd'hui, il y a de la science, de l'histoire, de la mythologie et de l'astrologie, de quoi satisfaire tout le monde, du plus terre-à-terre au plus spirituel. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, sortez vos cahiers et servez-vous un verre. Aujourd'hui, je vous parle des constellations des signes du zodiaque. Et leur origine grecque, bien sûr. Tout commence il y a quasiment 14 millions d'années, dans un gros bang, le Big Bang, qu'on a appelé Big, parce que c'était gros, et bang alors qu'il a pas fait de bruit parce qu'il n'y avait pas encore d'air, et sans air, pas de propagation sonore. Tout a donc commencé avec le Big commencement. On sait pas pourquoi ni comment, mais bam, une libération d'énergie massive se produit. Et à ce moment-là, l'univers est constitué uniquement de particules avec des noms compliqués et la température est de 2000 milliards de Kelvin. La chaleur est telle qu'il est impossible pour la matière de se structurer, les particules ne font que se rentrer dedans sans s'accrocher, les atomes n'existent même pas encore. Quarks, protons, neutrons, électrons, particules, antiparticules, c'est un joyeux bordel qui circule librement et ne ressemble à rien de stable. Il faudra attendre la petite durée de 380 000 ans. après le Big Bang pour que la température de l'univers descende aux alentours plus tolérables des 3000 Kelvin. et que les atomes puissent enfin se former. On a principalement de l'hydrogène et de l'hélium qui se retrouvent dans des amas plus ou moins denses. Dans les zones les plus denses, les atomes font copain-copain sous l'effet de l'effondrement gravitationnel, soit le fait pour un corps céleste massif, ou un amas de gaz en l'occurrence, de se contracter, de se comprimer sous l'effet de sa propre gravité, ce qui attire la matière vers son centre, vers l'intérieur, vers le centre dit gravitationnel. En gros, tu prends plein d'hydrogène et d'hélium, tu les rapproches dans un petit nuage céleste, ils vont générer une petite force gravitationnelle et s'agréger, puis plus ils se rapprochent, plus leur force gravitationnelle augmente, ce qui attire au passage un peu plus d'atomes alentour qui se retrouvent sujets à la gravitation, et plus ce beau monde se rapproche, plus la force de gravité augmente, plus la pression augmente, tout le monde est collé, ça continue de circuler, mais pour circuler on est obligé de se frotter, et qui dit friction dit chaleur, et quelques petits millions de degrés plus tard, les atomes d'hydrogène entrent en fusion, libèrent une quantité incroyable d'énergie, genre de la lumière et de la chaleur, et voilà, t'as une étoile. Un monstre qui passe l'écrasante majorité de sa vie à faire des fusions nucléaires. Des étoiles, il y en a des milliards, probablement 2 milliards encore, réunies ensemble dans diverses galaxies, observables ou non depuis la Terre. Et depuis la Terre, certaines d'entre elles, quand on les regarde un peu bien, prennent des formes distinctes et reconnaissables, comme ces deux casseroles qui sont de toute évidence une maman et son bébé ours. Les humains ayant toujours eu besoin de trouver du sens et des explications aux phénomènes de la vie, ils se sont dit que si les étoiles bougent dans le ciel, enfin, bougent pas mais vous m'avez compris, si selon les saisons on en voit certaines et pas d'autres, c'est qu'il y aurait un message à décrypter. Quelque chose à comprendre, quelque chose qui nous dépasse, inatteignable, probablement divin. On avance vachement longtemps dans le temps et il y a environ 3000 ans, les Babyloniens pensaient que savoir lire les étoiles permettait de prédire l'avenir, d'anticiper la destinée de personnages importants genre des rois, et encore un peu plus tard, vers 500 avant Jésus-Christ, on a ajouté aux prédictions futures des rois les traits de personnalité de tout le monde, donc des gueux. Non seulement on scrute chaque nuit le ciel pour savoir ce qui va arriver au chef et à la nation, mais on scrute également le ciel lors des naissances pour espérer que le jeune bébé ne sera pas trop naïf ou trop violent. Pour lire le ciel, les Babyloniens ont divisé le trajet du soleil en 12 parties avec certaines constellations comme points de repère. Ces constellations représentent des animaux et prendront le nom du signe du zodiaque, du grec zodiakos, qui veut dire cercle d'animaux.
Et si les Grecs ont donné leur blase à ces signes, c'est bien évidemment parce qu'ils s'y sont intéressés et ont fait des liens entre ces animaux célestes et ceux présents dans la mythologie. Les Grecs anciens ont vu un bélier, bon alors déjà ceux qui ont regardé la constellation du bélier, osez me dire que vous reconnaissez un bélier, bref, les Grecs ont vu ces étoiles, se sont dit « Un bélier ! C'est forcément le bélier à la toison d'or ! Ceux dont c'est le signe sont donc des fonceurs ! Bien évidemment ! Ils sont fortiches les Grecs, hein. Bon après ils sont pleins de symbolisme, ça j'aime bien. Ce concept d'influence des astres sur les humains a continué pendant l'Antiquité, au Moyen-Âge et pendant la Renaissance via la théorie des humeurs, héritée d'Hippocrate d'ailleurs, selon laquelle le macrocosme, l'univers, influence le microcosme, le corps. Le corps était, on pensait, composé de 4 liquides, appelés les humeurs, associés à 4 éléments, 4 qualités, 4 tempéraments, et du coup la santé serait influencée par les astres, les saisons, toutes ces choses qui devaient de ce fait être prises en compte par les médecins pour poser des diagnostics. Je m'étalerai pas plus longtemps sur ça, cette introduction est déjà bien trop longue, mais si vous voulez voir à quel point l'astrologie était intégrée à la médecine, prenez par exemple le fait qu'on se fiait à la lune pour le timing des traitements, puisque la lune était considérée comme maîtresse des fluides, et que, comme je l'ai dit, la théorie des humeurs, c'était le fait qu'il y avait des fluides dans le corps qui circulaient puis qui se déséquilibraient. Et les signes du zodiaque étant liés à des parties du corps, il fallait surtout pas faire une saignée sur une partie donnée si la lune était dans le signe correspondant à cette partie du corps. C'était considéré comme une vraie science. Mais bon, c'était à l'époque où, si t'avais une mauvaise grippe, fallait t'ouvrir une cuisse pour laisser s'évacuer la maladie, donc ça en dit un peu long. On arrive au XVIIe siècle, où les sciences des astres divorcent. L'astronomie décide de se concentrer sur la physique-chimie céleste avec des calculs tout simplement terrifiants, tandis que l'astrologie reste concentrée sur les humains et s'acoquine avec la psychologie. J'ai ouvert cette introduction en disant que j'ai suivi des cours de cosmogonie qui n'avaient rien à voir avec mon cursus, qui est celui de psychologie. Je me permets donc de prendre une nouvelle fois ma place sur l'estrade de notre amphithéâtre, mais bon, rapidement parce qu'on va rentrer dans le domaine de la psychanalyse qui a cette capacité exceptionnelle de filer des migraines. Carl Jung, un grand nom de la psychanalyse, voit en l'astrologie, c'est-à-dire dans les constellations mais aussi dans les planètes elles-mêmes, des archétypes. Ces archétypes ne sont plus des croyances ésotériques mais des outils pour comprendre la psyché humaine. Et ces archétypes sont influencés par les cultures, par un inconscient collectif et un système symbolique. Par exemple, Mars représente l'affirmation, l'énergie, le conflit, à l'image d'Arès, le dieu de la guerre. Plutôt que de prendre en compte la seule constellation en lien avec notre jour de naissance, qu'on appelle donc notre signe du zodiaque, Carl y prend en compte les signes, les planètes, les maisons astrologiques, les angles entre les planètes pour expliquer, pour chercher à comprendre des possibilités comportementales et des tendances psychiques. C'est autrement plus complexe et c'est ce qu'on appelle un thème astral. Voilà, on a fait le tour de la question. Merci d'être venu à mon cours, on va pouvoir passer aux choses moins sérieuses avec une petite compilation des 12 mythes liés au signe du zodiaque, et on va expliquer pourquoi vos personnalités sont nulles. Mais avant de retourner se perdre dans le ciel, autant emporter avec nous nos cartes, et pas touche à celle-là, c'est la mienne. Et comment ça tu comprends rien? Mais c'est mon thème astral! C'était le ciel au moment de ma naissance, calculé par Laura Lemoine, une astrologue formée directement à l'école Ablas. En prenant en compte la date, l'heure précise et la ville où je suis née, elle a rédigé 48 pages d'analyse précise, méticuleuse et d'une façon vachement pédagogue, en prenant en compte les places des planètes par rapport à moi quand je suis née, mais également par rapport à elle-même, et dans les différentes maisons astrologiques, bref un charabia trop spécialisé pour moi qui m'a fait comprendre que si ma vie sentimentale est aussi bordélique, c'est que Zeus ne veut pas me foutre la paix. Quoi, Jupiter apparaît trop souvent dans tous les aspects de ma vie, c'est pas ça qu'il fallait conclure? Vous allez me dire, mais Margot, tu nous as jamais caché ton scepticisme quant à tout ce qui est spirituel, alors pourquoi t'as fait ton thème astral? Et je vous répondrai que j'ai le droit d'être curieuse, non? Les cancers sont curieux, vous le saviez ça? Bon la preuve. Et je vous ai dit que j'ai pas mal d'influences jupitériennes, et checkez ça. Je suis ascendant poisson, Jupiter est très fort dans le signe des poissons, et Jupiter c'est le besoin d'apprendre, et en plus Jupiter gouverne la maison 9, et la maison 9 c'est la découverte, alors j'ai bien le droit de m'intéresser à mon thème astral. Je suis peut-être paradoxale, mais au moins je suis cosmiquement cohérente. Bon, la question à 10 000 €, la voilà. Ce sont les astres ou le libre arbitre qui tracent notre chemin? Bon, moi, par besoin de contrôle, j'ai besoin de répondre le libre arbitre. Mais au final, ce libre arbitre, est-ce qu'il serait pas influencé par quelque chose au-dessus de nous?
Genre si, au lieu de lire un bouquin dans mon coin, j'ai carrément créé un podcast, est-ce que j'ai eu l'idée par hasard? Ou parce que je suis native du Cancer, donc sensible à l'art, et ascendant Poisson, donc créative et inspirée? Si j'accepte de déménager souvent et que je passe d'un pays à l'autre facilement, est-ce que c'est par contrainte professionnelle ou en lien avec la position du Sagittaire et de Jupiter liée aux voyageurs? Bon, ultimement, hasard ou destin, qu'on y croit ou non, c'est un exercice de réflexion vachement sympa. Et vous savez ce qui est destiné? Vous, qui décidez de jeter un coup d'œil à votre ciel de naissance. C'est prédit, surtout si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et si vous y croyez pas, vous savez ce qui est un bon usage du libre arbitre? Vous, qui décidez de jeter un coup d'œil à votre ciel de naissance. À partir de 3 informations, Laura vous écrit un pavelard, un mastodonte sans ChatGPT, blindé d'informations qui croisent un grand nombre d'éléments. Et ce que j'ai adoré avec ça, c'est qu'elle ne te dit pas qui tu es. Elle émet des suppositions qu'elle justifie de façon approfondie, et elle ne cherche en aucun cas à te convaincre. Moi, ça m'a fait sourire plusieurs fois de voir que cette personne qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève a parfois su taper dans le mille et m'a fait réfléchir sur la potentielle origine de certains de mes propres comportements. Et vous alors? Et si certaines questions pouvaient avoir un début de réponse dans votre thème astral? Eh ben contactez Laura et laissez-la vous faire une analyse d'une finesse hallucinante qui va bien au-delà des horoscopes classiques, si vagues que tout le monde se retrouve dans tous les signes. Et dites-lui que vous venez de ma part et bénéficiez de 10% offerts sur votre thème. Vous trouverez son site internet avec les différentes prestations et tarifs dans la description, un formulaire de contact s'y trouve également, sinon vous pouvez lui écrire directement à laurastro.logos@gmail.com, j'ai mis évidemment l'adresse dans la description aussi. Bon, maintenant j'ai fini de vous parler de tout ça, passons maintenant aux signes du zodiaque dans la mythologie grecque et ce qu'ils disent sur nous, bande de nazes. Le Verseau. La constellation du Verseau représente un individu en train de verser un liquide depuis une jarre. Le personnage serait en fait Ganymède, un prince troyen qui, tellement qu'il était trop beau, a été kidnappé par Zeus pour devenir son échanson. Zeus lui a offert l'immortalité afin qu'ils servent aux dieux leur nectar à chaque banquet, et l'a placé parmi les constellations pour apaiser la douleur des parents liée à la disparition de leur enfant. On peut aussi trouver d'autres auteurs comme Hégésianax qui disent qu'il s'agit plutôt de Deucalion, l'un des survivants du grand déluge, à cause de la quantité d'étoiles qui constituent le flot de liquide déversé depuis la jarre, comparable à l'inondation massive causée par les dieux. Et la constellation a été justement souvent associée à l'eau plutôt qu'au nectar des dieux, parce qu'elle est souvent visible, paraît-il, j'ai jamais testé, lors des saisons des pluies. Le Verseau est gouverné par les planètes Uranus et Saturne, donc Ouranos et Chronos. Le premier est associé à la modernité, l'originalité, les changements, et le second aux traditions, aux structures et au passage du temps. Le personnage qui verse de l'eau est une métaphore d'un savoir à partager, à diffuser, de connaissances qu'on verse aux autres pour les élever, en gros la solidarité et l'altruisme. Le Verseau est une personne qui aide les autres de façon désintéressée pour le bien de tous. Il n'hésite pas à se montrer présent, à partager ses conseils et ses ressources. Il est visionnaire, tourné vers le futur et la façon de le construire, et ses talents de communication lui permettent de partager ses réflexions, ses idées, afin que son entourage puisse repenser sa vision du monde et développer un esprit critique. Le Verseau a l'air parfait, mais l'est-il vraiment? Eh ben non, redescendez de vos grands chevaux. Malgré son comportement altruiste, il peut faire passer la raison avant les émotions et se montrer froid dans ses jugements. Son côté visionnaire et son besoin de s'exprimer peuvent aussi lui jouer des tours, comme le pousser à se rebeller contre n'importe quoi, sans but précis, juste pour faire chier, pour le plus grand plaisir de ceux à qui ça apporte un peu de distraction. Le Poisson. La constellation du Poisson contient en fait 2 poissons, l'un dans le bon sens qui regarde d'un côté et l'autre à l'envers qui regarde de l'autre côté, liés entre eux par un fil. C'est un signe qui me met en difficulté parce que l'explication est pas vraiment connue, donc déjà vous me cassez les couilles. En plus c'est mon ascendant, et vous verrez plus tard que mon signe de base est pas non plus super épique, donc vraiment là je suis blasée. Bon, le Poisson donc. Une légende raconte, selon un mec nommé Diognète, que l'histoire de cette constellation viendrait de la fuite des dieux face à Typhon, enfin d'eau à Typhon. Désertant le mont Olympe, une grande quantité de divinités se sont pointées en Égypte et ont pris diverses apparences pour se planquer. Aphrodite et son fils Eros se seraient transformés en poissons. Et pour ne pas se séparer, ils se seraient liés l'un à l'autre par un fil. Mission accomplie, et entre 2 coups de nageoire,
il trouve un œuf qui ramène sans explication sur un rivage duquel sort une déesse. Voilà. Mais c'est pas le signe avec l'histoire la moins passionnante. J'en suis désolée pour les prochains. Le poisson est bien évidemment lié à Poséidon et donc gouverné par la planète Neptune. Quelle surprise! Les natifs de ce signe ont une forte intuition qui leur permet d'anticiper le déroulement des événements. Ce sont des gens plutôt créatifs qui trouvent facilement l'inspiration grâce à une imagination débordante et un grand côté rêveur. Cette tendance à s'évader leur confère un côté mystérieux, comme s'ils préféraient s'abriter dans leur monde intérieur pour qu'on leur foute la paix. Modeste, le poisson a un bon sens du relationnel. Il est compatissant, compréhensif et n'hésite pas à laisser s'échapper quelques traits d'humour. Mais attention à pas trop se payer sa tête, car il peut manquer d'assurance, ce qui se traduit par une certaine susceptibilité et de la timidité. C'est pour ça qu'il a un peu tendance à se laisser entraîner par les autres, et aussi parce qu'il aime pas prendre des décisions, soit par incertitude, soit purement par flemme. C'est plus simple de se laisser porter par le courant et voir où l'aventure le mènera, mais après ça, n'allez pas vous plaindre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'elle est trop froide. Hein. Vous avez qu'à changer de sens. Le Bélier. La constellation du Bélier trouve ses origines mythologiques dans l'histoire de la Toison d'Or. Le backstory complet du Bélier est assez long et implique des couples royaux qui se font et qui se défont, avec des enfants royaux visés par des tentatives d'assassinat intrafamilial avec moult complots et fourberies. Je vous la fais courte, vous aurez beaucoup plus de détails quand je parlerai de la quête de la Toison d'Or. Atamas, le roi de Béotie, demande le divorce. Il se sépare de sa première femme, la nymphe Néphélé, avec qui il avait 2 enfants. Hélé et Phrixos. Sans attendre, il se remarie avec la princesse Ino, de qui il a 2 autres enfants, Léarque et Mélicerte. Ce sont bien entendu les enfants du premier mariage qui pourront hériter du royaume, mais ça, Ino, ça lui va pas. Elle complote pour faire assassiner Hélé et Phrixos. Heureusement, Néphélé est au courant de l'entourloupe et parvient à faire en sorte qu'Hermès envoie un bélier sauver les 2 loupiaux. Le bélier a la Toison d'Or, nommé Chrysomalos, ce qui signifie laine dorée. Il se pointe donc et il dit aux enfants, parce qu'il est capable de parler, de grimper sur son dos et de se cramponner à ses couronnes d'or. Il prend la direction de la Colchide pour y déposer les 2 gamins en sécurité, mais seul Phrixos survit au voyage. Une fois arrivé en Colchide, les versions divergent, soit le bélier se serait débarrassé de sa toison brillante pour l'offrir à Phrixos avant de rejoindre le cosmos, soit c'est Phrixos qui l'a sacrifié à Zeus et offert la toison au roi du coin. Quoi qu'il en soit, il a été débarrassé de sa toison aux reflets brillants avant d'être placé parmi les constellations, raison pour laquelle ces étoiles scintillent faiblement. Le signe du Bélier débute pendant le mois de mars et est donc gouverné par la planète Mars. Pas surprenant donc qu'il soit l'héritier spirituel d'Arès. On retrouve justement en astrologie des caractéristiques et traits de personnalité qui rappellent bien le dieu de la guerre pour les natifs du Bélier. L'impulsivité, le besoin d'action, la tendance à aller de l'avant, à foncer tête baissée. Leur nature est combative, ce qui rappelle la fonction première d'un bélier dans la guerre, être balancé à répétition, avec force, encore et encore, dans l'unique but de défoncer un obstacle et créer une brèche, une porte d'entrée, une opportunité à saisir. Le bélier prend une décision et il s'y tient. Il va au bout de la démarche, même quand ce qu'il attend à la fin est un mur. Il fonce dans le tas, hein, il te rentre dedans, il te casse les couilles, mais au fond, tu l'aimes bien. Le taureau. La constellation du taureau a comme origine mythologique le taureau qui a kidnappé Europe pour la mener en Crète. L'histoire se déroule comme suit. Zeus, tombé sous le charme de la princesse Europe, quelle surprise, s'est servi d'un taureau d'une blancheur immaculée et d'une beauté irrésistible pour amadouer la belle et la faire monter sur son dos. Alors le taureau serait soit Zeus lui-même, soit un vrai taureau que le dieu a envoyé sur Terre. Quoi qu'il en soit, l'animal traverse la mer avec la jeune femme sur son dos et ne s'arrête qu'une fois arrivé en Crète, où Zeus la prend pour amante. Une fois sa mission remplie, l'animal est élevé dans le ciel parmi les astres. On dit aussi qu'il y aurait un lien avec le taureau crétois, celui envoyé au fils d'Europe, Minos, afin d'être sacrifié, sauf que, un petit coup de malédiction fait de ce taureau l'objet de convoitise de la femme de Minos qui s'envoie en l'air avec, et 9 mois plus tard, boum, un minotaure, encore un taureau, à moitié humain. Dans les 2 histoires liées à cette constellation, on a un point commun, l'amour.
Le taureau sert de véhicule pour l'union de Zeus et Europe, et il sert de partenaire pour Pasiphae. Qui dit amour dit Aphrodite, d'où la gouvernance de Vénus sur ce signe du zodiaque. Le natif du taureau favorise le beau, le bon. Le taureau apprécie les petits plaisirs de la vie. Le taureau est sensuel et sexy. Et cette phrase sortie de son contexte est très bizarre. Le taureau symbolise la force, la persistance, la rigueur. Les natifs de ce signe aiment bien leur routine, leurs petites habitudes qu'ils développent dans un souci d'efficacité. Ils sont méthodiques, pragmatiques. S'il fait quelque chose, tu peux être sûr qu'il a pesé le pour et le contre pendant 4 heures et qu'il est sûr que ça va marcher. Là où le bélier fonce en direction de ses objectifs à toute vitesse, le taureau prend son temps avant de se mettre en action, et une fois parti, il adopte le rythme non pas du sprint, mais de l'endurance. Il sait où il va, il est stable, il est solide sur ses appuis, peu influençable, parfois entêté, voire obstiné ou carrément psychorigide. Il est gentil, hein, mais des fois on en a marre de jouer à pile j'ai raison face t'as tort. Alors remettez-vous un peu en question. Le Gémeaux. La constellation du Gémeaux, ou devrais-je dire des Gémeaux, tire son origine du mythe des jumeaux Castor et Pollux. Ou devrais-je en fait dire demi-frères, car leur mère Léda a été fécondée à la fois par Zeus et par un mortel, le roi de Sparte, Tindar. Le résultat est que Léda a donné naissance à 4 enfants, un fils et une fille en partie divins car nés de Zeus, et un fils et une fille complètement mortels puisque nés de Tindar. Pour les 2 frères, Castor est le fils mortel et Pollux est le fils de Zeus. On parlera de leurs petites aventures plus en détail un autre jour, ici je n'aborderai que ce qui est en lien avec la constellation. Il se trouve que les 2 hommes, dont l'amour fraternel était sans fin, ont fait les 400 coups ensemble et le 401e fut leur dernier. Pourchassés par leurs cousins pour une histoire de concours truqué où l'épreuve consiste à manger le plus de viande le plus vite possible, Castor est mortellement blessé. Pollux, désespéré à l'idée de perdre son cher frère, décide de se séparer d'une partie de son immortalité pour l'offrir aux mourants. Il en parle avec Zeus, car il faut bien passer par un peu d'administratif, et les 2 frères parviennent ainsi à rester ensemble, 6 mois sur Terre, 6 mois aux enfers. Au bout d'un moment, Zeus décide de mettre un terme à cette existence alternée et finit par les placer parmi les étoiles, où ils brillent ensemble à tout jamais. Le signe du Gémeaux est gouverné par la planète Mercure, liée au dieu Hermès, ce qui rappelle le fait d'aller faire des allers-retours aux enfers, puisqu'il s'agit là d'une des missions d'Hermès en tant que psychopompe. Le natif du Gémeaux est curieux, agile, il s'adapte aux surprises qu'il accueille à bras ouverts. En quête de connaissances, c'est un curieux, un intellectuel, limite monsieur madame je sais tout, alors à tort ou à raison. Hein. Attention cependant à pas trop vous disperser, parce qu'à force de faire des associations d'idées à la vitesse de l'éclair, on se retrouve vite à jongler avec des concepts, des idées et des raisonnements qui finissent par sonner comme un pur baragouinage de charabia pour ceux qui participent à la conversation, un Doliprane à la main. Sérieux là, on est fatigué. Cancer. Clairement un des 12 signes qui a le mythe le moins impressionnant, et ça me fait un peu chier parce que du coup c'est le mien. Bon, j'essaye de vous le faire un peu épique par dignité. Héraclès, Lerne. Un héros, une hydre, un combat à mort. Des coups d'une violence inouïe, des corps de serpent qui serrent une cage thoracique. Un combat dont l'issue est incertaine entre un monstre au souffle pestilentiel, au sang venimeux, aux têtes qui se multiplient après chaque amputation, et un demi-dieu uniquement vêtu d'une peau de lion, au destin semé d'obstacles. Et là, en pleine mêlée, un nouveau concurrent inattendu s'engage dans cette danse meurtrière endiablée. Il s'appelle Karkinos, ce qui veut dire crabe. Et ça tombe bien parce que c'est un crabe, avec une pince. Et il pince la cheville d'Héraclès fort. Et Héraclès est hors de lui parce que ça fait mal. Et il a déjà bien assez d'un seul ennemi. Il lève sa jambe libre et donne un coup de talon dans la carapace du crabe. Le crustacé décède. Super. Héra, admirative de l'initiative et de la loyauté du petit animal, bon c'est un crabe géant mais il reste petit, l'envoie dans le ciel rejoindre les constellations. C'était épique. On dit des natifs du Cancer qu'ils protègent leur identité profonde sous une carapace, c'était vachement original. Et ils sont allés le chercher vachement loin.
Cette carapace représente un espace de sécurité, un bouclier contre ce monde de brutes. C'est un signe qui incarne la loyauté, la résistance face aux difficultés, mais aussi la bienveillance, la famille et la protection. Et mon Dieu, j'aime pas mon signe, je le trouve chiant. Le Cancer est fortement caractérisé par l'intuition, et vu ce qui lui est arrivé dans le mythe, on peut dire que son intuition n'est pas toujours bonne. C'est un signe gouverné par la lune, coucou Artémis, qui expliquerait sa nature lunaire dans le sens absurde et complètement à l'ouest. Non, je déconne. Ou pas. Bref, revenons à la gouvernance de la lune, elle croît, elle décroît, constamment dans le ciel, à l'image des humeurs changeantes du Cancer, de ses émotions extrêmes, de sa tendance à la mélancolie, à chialer pour un rien en synchronisation avec les marées hautes. L'astrologie appelle ça être lunatique, mon psy appelle ça un trouble de l'humeur. Force est de constater une chose, que ce soit pour une raison neuroscientifique ou spirituelle, on se fait bolosser par nos émotions. Le lion. Le lion tire son origine du premier des 12 travaux d'Héraclès, le lion de Némée. Si on connaît le mythe, on connaît moins l'origine du lion, dont on dit qu'il a été créé par Zeus, ou bien qu'il serait tombé du ciel par l'intermédiaire d'une comète et ensuite élevé par Héra. La peau du lion était invulnérable, impossible à transpercer, et ses griffes étaient aussi tranchantes que des bris de verre ou des lames de rasoir. Ce cher Héraclès, après avoir tournicoté un moment en le cherchant, finit par le trouver et s'y confronter. Découvrant assez rapidement que ni ses flèches ni sa massue ne pouvaient en venir à bout, il a pris les choses en main. Littéralement. Il a saisi le lion entre ses mains et l'a étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de le dépecer à l'aide de ses propres griffes pour s'en faire une cape. Christina Cordula en sueur. La planète du lion est bien entendu le soleil, le roi de notre galaxie, tout comme le lion est le roi des animaux. Son dieu, entre guillemets, est donc Apollon, frère d'Artémis, voilà, le soleil, la lune, c'est beau, c'est poétique. Le natif a un bon esprit de meneur, et ça tombe bien car il est charismatique. Pas étonnant donc que les autres le regardent positivement et que sa bonne humeur soit contagieuse. Le lion sait qu'il en impose, mais ça peut le rendre un peu orgueilleux et en quête de reconnaissance extérieure. Attention à ne pas se laisser griser par sa propre radiance sous peine de se brûler le pelage. D'ailleurs, fun fact, dans l'histoire, le lion est associé à la régénération, la résurrection, la transformation. En tuant le lion de Némée, Héraclès tue symboliquement une partie de lui-même, celle qu'il cherche à purifier en accomplissant justement tous ses travaux. Donc vous êtes mignons, les lions, mais vous prenez pas trop au sérieux non plus, parce qu'une fois qu'on oublie la crinière, vous restez juste des gros chats avant tout, et peut-être qu'il faudrait songer à changer un peu. Vierge. La Vierge n'a rien à voir avec Hestia, Athéna ou Artémis, les seules déesses que personne n'a touchées. Cette constellation serait en réalité liée à Dike, une fille de Zeus et de Thémis. Ensemble, les trois là, ils forment une triade de la justice et Athéna n'a qu'à bien se tenir. Zeus représente l'ordre universel, Thémis la justice divine et Dike la justice humaine. L'histoire est la suivante. Fut un temps, lors de l'âge d'or de l'humanité, les humains vivaient un peu comme des dieux, sans soucis, sans désaccords, sans guerre, sans maladie. La belle vie, quoi. Seulement d'une génération à une autre, les hommes ont commencé à devenir craignos. De la race d'or, on passe à la race d'argent, la race de bronze. Un petit peu comme la valeur du métal, elle devenait de moins en moins désirable. Les humains commençaient à se montrer égoïstes, belliqueux, radins. Les nations commençaient à se déclarer la guerre pour un oui, pour un non. Dike a donc petit à petit commencé à s'en détourner. Ça l'a saoulée, elle s'est retirée. Puis, pendant l'âge de bronze, lorsque les mortels sont vraiment devenus des gros fils de pute qui semaient le sang, la mort et puaient le seum à la moindre contrariété, elle a simplement pété un plomb, et elle s'est elle-même transformée en constellation comme un gros fuck you tendu vers l'humanité depuis les cieux. On associe également la constellation de la Vierge à Déméter, déesse des moissons. D'ailleurs, son étoile principale, appelée Spica, symboliserait un épi de blé tenu par la déesse, et le lever de Spica coïncide avec la période des moissons, des semailles, d'où le lien avec Déméter. Quoi qu'il en soit, qu'on se penche sur Dike ou Déméter, on a ici une symbolique de cycle, de renouvellement, de régénération, qui reflète le côté perfectionniste des vierges. On recommence, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit parfait. Qui dit perfectionnisme dit donc rigueur, méticulosité, sens de l'analyse, de l'observation et esprit critique.
parfois trop critique, ce qui est aussi dérangeant, car la Vierge est également honnête et directe. Envers les autres certes, mais aussi envers elle-même. Compliqué à gérer quand on prend en compte son aversion pour l'échec. Et pour la critique aussi d'ailleurs. Alors pour dire aux autres ce qu'ils font mal, il y a du monde, mais pour écouter ce que les autres ont à dire, là il n'y a plus personne, hein. Les natifs de la Vierge sont pourtant gouvernés par Mercure, Hermès, dont la communication est l'un des points les plus importants. Mais bon, on leur pardonne, parce qu'on sait qu'ils font de leur mieux. Ils sont fiables et modestes, en plus de se jeter corps et âme dans ce qu'ils entreprennent. Faut juste arrêter d'essayer de tout maîtriser, bande de contrôle freaks, sinon vous allez finir par devenir zinzin. La Balance. Pas d'histoire épique pour la Balance. D'ailleurs, à la base, les étoiles qui constituent la constellation de la Balance, c'était les étoiles qui constituent les pinces du Scorpion, c'est à dire à quel point on sait plus comment organiser les astres au bout d'un moment. Hein. Pas d'histoire, mais une symbolique tout de même. Rappelez-vous de Dike, dont j'ai parlé juste avant, la déesse de la justice humaine, qui est la fille de Thémis, déesse de la justice divine. Bah voilà, la constellation, c'est la balance que tient Thémis, celle qui sert à peser les âmes. Ou bien la balance utilisée par Zeus pour décider qui d'Achille ou d'Hector mourrait tel jour pendant la guerre de Troie. Ou bien Hélios, le jour où il a décidé de capter l'adultère avec d'Aphrodite, agissant en véritable balance. Et non, ça c'est moi qui fais une blague déjà bien trop faite. Aphrodite, justement, la déesse qui gouverne les balances via la planète Vénus, ce qui expliquerait les tendances des balances à charmer leur entourage par une intelligence sociale marquée, une présence réconfortante, une grande empathie et la capacité à s'ouvrir à plein de situations et plein de personnes. D'ailleurs, les natifs de la Balance cherchent tellement à plaire qu'ils peuvent paraître faux, superficiels, et fuir la confrontation pour ne pas qu'on les juge négativement à cause d'une parole désagréable ou mal interprétée. La Balance, sans surprise, cherche la stabilité et l'équilibre. Entre le bien et le mal, entre la bonté et la malveillance, entre le noir et le blanc, entre la réflexion et l'impulsivité, il faut toujours un juste milieu. Avant de juger, il lui faut une vision globale d'une situation et la sentence est ensuite intransigeante. Avant de prendre une décision, il lui faut une idée de toutes les variables impliquées et on ne reviendra pas sur son dernier mot. Avant de choisir un restaurant, il faut voir la carte, les prix et ce que propose la concurrence, et même comme ça, on ne sait pas où aller manger. En gros, la balance est conciliante par peur du conflit, sociable mais influençable, juste mais dure, réfléchie mais indécise. C'est le juste milieu entre une qualité et un défaut. Si tu veux aller quelque part avec une balance, faut la prendre par la main et la tirer. Sinon, vous allez rester au carrefour à regarder le feu passer de rouge à vert à rouge à vert à rouge à vert sans jamais traverser. Scorpion. La constellation du Scorpion nous vient de l'histoire d'Artémis et surtout d'Orion, un chasseur qui a lui aussi fini parmi les étoiles d'ailleurs. Il se trouve que le fameux Orion s'est retrouvé à devoir tuer un scorpion massif parce qu'il s'excitait un peu trop. Je vais pas énormément m'étendre sur cette histoire parce qu'elle en dit plus long sur Orion que sur le scorpion, et Orion, on a le temps d'en parler une autre fois, mais en gros, il se serait soit vanté d'être le meilleur chasseur ever, soit il aurait tenté de se taper Artémis, et en rétribution, on lui a envoyé un scorpion énorme à affronter. Le scorpion gagne le combat, soit en piquant Orion, soit en le mordant. En tout cas, il le tue en le tuant. J'ai vraiment des compétences narratives dingues. Zeus, qui est témoin du combat, place la bébête parmi les étoiles afin qu'elle serve de rappel aux hommes de ce qu'il peut se passer si on fait trop les chauds. Et pour l'anecdote, Orion a aussi été placé dans le ciel de telle façon que lorsque le scorpion se lève, Orion se couche, donnant l'illusion que même dans l'espace, ils continuent leur course-poursuite. Le Scorpion est gouverné par Pluton, donc Hadès, planète associée au renouveau, à la transformation, il y a beaucoup de planètes associées au renouveau, et aussi associée à la révolte, et il est également gouverné par Mars, Arès, qui cherche aussi la bagarre. Le mot qui définit bien les Scorpions est tenace. À côté de ça, leurs opinions sont intenses, ils passent du blanc au noir sans nuance, leur loyauté est tenace comme je le disais, de même que leur rancune et leur tendance à mettre des petits taquets pour apprendre à connaître les autres.
Le scorpion, il va faire une vanne borderline et la pousser de plus en plus loin pour voir où sont tes limites, quand tu rentres dans son jeu, jusqu'à où tu peux y rester et à partir de quand ça ne te fait plus rire. Il provoque, il tâte, il calcule. Tout ça reste bon enfant jusqu'à ce qu'il franchisse la limite entre affirmé et tyrannique, charismatique et égocentrique, vif et agressif, rusé et manipulateur, etc. Le natif du scorpion, c'est celui que tu sais pas trop si c'est un troll de génie ou un réel nia en merde, alors tu décides que le dard est vachement stylé tant qu'il est pas pointé vers toi. Sagittaire. La constellation du Sagittaire représente un homme avec 4 pattes d'équidé et une queue de satyre tenant en main un arc et une flèche. Beaucoup pensent que c'est un centaure, ce n'est pas le cas, parce que les centaures ne sont pas des archers. Les centaures utilisent des gourdins, des massues, des rochers, mais pas des arcs. Les pattes d'équidé, la queue de cheval, le corps humain et l'arc, c'est plutôt un satyre. Il y a bien une constellation qui représente un centaure, mais elle est habilement nommée constellation du centaure. Donc désolé les gars, mais la vérité fait mal, vous êtes moins stylés que vous le pensiez. Et si vous voulez vous plaindre, plaignez-vous à Hygin et Pseudo-Ératosthène, c'est eux qui ont décidé que puisqu'il y a un arc, c'est un satyre. Et c'est eux mes sources principales pour cet épisode. Le Sagittaire serait donc en fait un satyre, mais pas n'importe lequel, le satyre Crotos. À la différence des autres satyres menés avant tout par leur libido débordante, Crotos est une créature plus civilisée et plus raisonnable. Il réside sur le mont Hélicon, où il invente l'arc, qu'il maîtrise ensuite à la perfection. Il devient plus ou moins la nourrice des muses par le biais de sa mère, qui l'élève dans l'amour et la bienveillance. Et ce sont les muses qui lui auraient inspiré l'idée de diriger son arc vers les animaux alentours, afin d'en faire une source de nourriture. Quand Crotos n'est pas en train d'exceller à la chasse, il tue le temps aux côtés des muses et marque son appréciation par des claquements de mains qui servent dans un premier temps à donner un rythme à leurs harmonies, puis à marquer son approbation à la fin du concert. Petit à petit, les créatures alentour l'imitent, et c'est ainsi qu'est inventé le concept des applaudissements. Il offre ainsi aux muses la gloire, et pour le remercier, elle demande à Zeus de le placer parmi les étoiles, ce qui se réalise. C'est d'ailleurs Zeus qui est le dieu lié au Sagittaire, car ce signe est gouverné par la planète Jupiter. Au programme, des élans impétueux, des excès et un sens de la justice bien particulier. Les natifs du Sagittaire ont, par le biais de Jupiter, des ambitions et une bonne paire de jambes pour les atteindre. On peut croire que la chance les favorise, en réalité ils ont juste le bon sens de saisir les occasions quand elles se présentent. Ils aiment l'aventure, ont soif de découverte, de connaissances et de liberté. Le problème, c'est que le Sagittaire ne réfléchit pas toujours avant d'agir et que sur un coup de tête, une recherche impulsive de liberté peut vite devenir une prison de conséquences. De même, si son franc-parler peut être une qualité, il n'empêche que parfois, tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, permet d'éviter d'être tranchant, blessant, voire carrément condescendant. Capricorne. Avant toute chose, le Capricorne est un bouc à queue de poisson. Naze un peu, l'apparence. La constellation du Capricorne est associée à 2 histoires distinctes, la titanomachie et la fuite face à Typhon, toujours dos à Typhon du coup. Dans un premier temps, le Capricorne aurait accompagné Zeus pendant la titanomachie et il avait un instrument particulier, une sorte de trompette nommée Panicus, parce que le son qu'elle produisait était tout bonnement affreux et inspirait la panique. Lorsque le Capricorne circulait parmi les alliés des dieux pour les motiver, il jouait de cet instrument qui causait chez les titans une grande panique et les poussait à fuir. Une fois la titanomachie remportée, Zeus a simplement placé la brave bête dans le ciel. D'ailleurs, si vous vous demandez encore pourquoi il a une queue de poisson, c'est parce que pendant la guerre, c'était le seul à lancer des putains de coquillages au lieu de rochers, et aussi parce qu'il a trouvé sa trompette dans la mer. Sans commentaire. L'autre version explique que lorsque Typhon s'est pointé pour renverser les dieux, toutes les créatures divines, je l'ai déjà dit, ont fui en Égypte, où elles se sont métamorphosées en tout et n'importe quoi pour passer incognito. Le dieu Pan, qui a justement inspiré le mot panique,
Une créature mi-bouc, mi-humanoïde a piqué une tête dans une rivière et a juste changé ses pattes arrière en une queue de poisson, et puis ça a marché pour le dissimuler. Et Zeus, à qui il en faut pas beaucoup pour être impressionné, a trouvé ça vachement malin et il l'a placé au milieu des constellations. À l'image du mythe, on dit des natifs du Capricorne qu'ils ont des capacités d'adaptation aux situations les plus déconcertantes, qu'ils sont capables de transformations subtiles pour s'élever et atteindre leur but. Ils sont ambitieux, persévérants, comme un Magikarpe qui remonte une rivière à contre-courant car il sait que c'est comme ça qu'on devient un Léviator. Il est rigide, dur, exigeant, souvent frustré, parfois hautain, car il connaît sa valeur, ou du moins, il pense la connaître. Gouverné par Saturne, de son petit nom grec Chronos, le Capricorne est à l'aise avec le temps et l'attente. Le mec est patient. Si tu veux jouer au plus con, prépare-toi pour un très long match. Le bougre est entêté et rancunier, il attend le moment parfait pour te la mettre à l'envers, et ce moment viendra, et il saura le saisir. Et voilà, putain, ça fait longtemps que je vous parle de tout ça. Et on a fait le tour des signes du zodiaque du coup, et j'ai expliqué pourquoi vous êtes nazes. Entre les chouineurs, les impulsifs, les obstinés et les gros trolls, on forme une belle bande de super nulos. Notez bien que tout ceci est à prendre avec un grain d'humour. Moi je suis là pour rigoler et pas pour proposer une analyse sérieuse. L'astrologie n'est pas du tout mon domaine, contrairement à Laura, qui, je vous le rappelle, saura proposer un thème astral et décrire votre ciel de naissance en prenant en compte votre signe, certes, mais également tous les signes et leur placement dans le ciel au moment de votre naissance, de même que les planètes, et vous présentera une analyse qui ne tient pas d'une généralité, mais bien votre analyse à vous personnellement. Parce que bon, on se doute bien que tous les cancers ne sont pas victimes de leurs émotions, tous les verseaux ne sont pas altruistes, et tous les lions ne sont pas charismatiques. Vous trouverez le lien vers son site dans la description et bénéficierez, je vous le rappelle encore, de 10% offerts sur votre thème si vous lui dites que vous venez de ma part, parce que moi j'ai raconté que de la merde et que vous voulez en savoir plus. Si cet épisode de mythologie grecque décomplexée vous a plu, sachez que c'était un format un peu spécial parce qu'en général je parle des mythes uniquement et je les raconte juste le mythe, je m'amuse pas à faire des analyses parce que j'ai pas les capacités mentales pour. Donc si ça vous a plu et que vous souhaitez en découvrir plus sur la mythologie pure et dure, n'hésitez pas à vous abonner à Mythologie grecque décomplexée sur votre plateforme de streaming préférée parce que voilà, je suis partout. Si vous voulez me filer un petit coup de main financier, n'hésitez pas à donner un petit euro symbolique ou un peu plus si le cœur vous en dit sur Tipeee, dont le lien est également dans les descriptions. J'en profite pour remercier les tipeurs du mois d'avril et du début mai. Déjà Kilix, pour ton don en avril, voilà, je t'ai pas cité dans l'épisode sur les Danaïdes parce que le timing était mal timé, mais je ne t'ai pas loupé. Et puis, comme d'habitude, un grand merci aux habitués, ceux qui restent fidèles au post et au podcast, mois après mois. Charlène, Pipin, Charles-Auguste, Philandrina, Angela Nappe, Aventurine, Ilona, Valzul, Kuramato. Que ce soit le petit euro symbolique ou la somme plus généreuse, vous êtes toujours là, et ça en dit plus long que le plus long des commentaires. Je remercie, comme toujours, Milky, qui nous fait les superbes images de couverture, son Instagram est dans la description, et je m'arrête là parce que ça fait longtemps que je parle, alors on se retrouve le 1er juin pour un nouvel épisode de ce super podcast, voilà, en toute modestie. C'était Margot pour vous divertir, prenez soin de vous comme d'habitude, c'est primordial, ciao.